Bienvenue dans le débat. Volodymyr Zelensky est à Évian au G7. Une réunion sur l'Ukraine a eu lieu ce matin alors que le conflit est éclipsé par la guerre au Moyen-Orient depuis plus de 3 mois. Donald Trump s'est dit disposé à rétablir les sanctions contre le pétrole russe, maintenant que les cours du brut sont en baisse. La Russie devrait conclure un accord avec l'Ukraine, a estimé le président américain, indiquant qu'il avait rencontré Zelensky et qu'il allait le revoir plus tard dans la journée. Les pays du G7 se sont donc mis d'accord pour intensifier la pression sur la Russie afin de trouver une issue à la guerre. Dès son arrivée, Volodymyr Zelensky a revendiqué sur Telegram une attaque de drones sur la région de Moscou, une réponse aux attaques russes et à la prolongation de la guerre qui doit prendre fin, a-t-il écrit. Le président ukrainien a appelé les dirigeants à faire davantage pression sur l'agresseur en offrant plus de soutien à la défense antiaérienne de l'Ukraine. Le Royaume-Uni a affirmé de son côté qu'il allait imposer de nouvelles sanctions à la Russie et fournir même de l'uranium enrichi à l'Ukraine pour ses centrales nucléaires. Alors qu'a obtenu finalement Volodymyr Zelensky à ce fameux G7 ? Poutine est-il sous pression ? Trump est-il de retour dans le dossier ukrainien ? On va en parler et poser toutes ces questions à nos invités. Pascale Joannin est avec nous ce soir. Bonsoir. Directrice générale de la Fondation Robert Schuman. Le rapport Schuman sur l'Europe, État de l'Union 2026. C'est sorti aux éditions Hémisphère. Paul Gogo est avec nous ce soir. Bonsoir. Journaliste indépendant, ancien correspondant à Moscou, auteur de Moscou Parano. Et ça, c'est aux éditions du Rocher. Nous avons Guillaume Ancel avec nous. Bonsoir. Vous êtes ancien officier, écrivain, auteur du site d'information Ne pas subir, auteur de Petites leçons sur la guerre. C'est aux éditions Autrement. Et puis Richard Verly est avec nous en direct d'Évian, qui couvre donc le sommet pour le quotidien suisse Blick. Bonsoir Richard. Bonsoir Stéphanie, bonsoir tout le monde. Auteur de Cette Amérique qui nous déteste. On voit la couverture de votre livre donc à l'instant. L'image d'aujourd'hui, c'est bien sûr d'abord cette réunion sur l'Ukraine qui a eu lieu ce matin. Les différents dirigeants du G7 avec Volodymyr Zelensky entourés autour de la table. Emmanuel Macron entouré de Donald Trump et de Volodymyr Zelensky. On va écouter justement ce qu'en a dit Donald Trump en sortant de la réunion. Eh bien, bientôt, nous allons pouvoir le faire parce que le pétrole coule à flot désormais. Nous avons suspendu des sanctions parce que nous ne voulons évidemment pas pénaliser les États-Unis. Nous serons bientôt en mesure de le faire. Richard, Trump, Macron, Zelensky, ça c'était lors du meeting ce matin. Là, Donald Trump était en présence du Premier ministre des Émirats. Mais il a bien dit, Trump, qu'il voulait donc rétablir les sanctions sur le pétrole russe qui avait été levé en raison du conflit au Moyen-Orient. Et puis que finalement la Russie devait conclure un accord avec l'Ukraine. Est-ce que finalement la position du président américain s'est infléchie en faveur des Ukrainiens ? Il est quand même trop tôt pour le dire. Alors certes, il a eu des mots que Volodymyr Zelensky voulait entendre et que le président Macron voulait aussi entendre sur les sanctions contre la Russie et sur la demande à Poutine de négocier. Mais dans le détail, il n'y a rien de plus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ce coup de force qu'on pourrait attendre des États-Unis, cet ultimatum que les Européens espèrent. Au fond, Donald Trump est un peu dans leur camp, mais pas complètement, ce qui veut dire qu'il ne change pas sa ligne. Rappelons qu'il avait lui-même levé une partie des sanctions pétrolières américaines contre la Russie à cause de la guerre en Iran. Donc je dirais plutôt que Donald Trump, eh bien, il tâtonne, il garde la possibilité à tout moment de parler directement avec Vladimir Poutine. Pascal Joannin, qu'en pensez-vous ? Est-ce qu'on a eu vraiment un G6 plus 1 avec Trump ou sur la position, finalement, sur la pression un peu sur Moscou, un G7 assez uni ? Vous le voyez comment ? Alors, moi, je vois plutôt des signaux positifs. D'abord, on reparle d'Ukraine. On n'en avait pas beaucoup parlé, à la faveur peut-être d'une atténuation ou d'une résolution. D'un accord entre l'Iran et les États-Unis. Voilà, qui est annoncé en tout cas, même si on n'en connaît pas tout à fait la teneur. On a le président ukrainien qui est venu non pas 1 heure pour juste parler d'un débat, mais qui a été invité à rester, et qui est toujours à Évian, sauf si mes informations... Oui, il est toujours à Évian, il est invité au dîner, il doit rencontrer une nouvelle fois Donald Trump ce soir. Oui, une vraie rencontre, parce que là tout à l'heure, ils s'étaient rencontrés un peu entre deux portes, ou du moins en à aparté, trois avec voilà. Emmanuel Macron. Voilà. Donc il y a plutôt ce signal positif. Il y a eu
sans avoir de décision, j'entends bien ce que dit Richard qui est sur place, il y a quand même un alignement d'un certain nombre de dirigeants, y compris l'Italie, qui est vraiment sur l'Ukraine, a fait des déclarations. On a en effet sur donc, la souveraineté, sur des mesures contre la Russie, des sanctions. N'oublions pas que le Royaume-Uni et le Canada ont annoncé de nouvelles. Pour ce qui est de Donald Trump, il n'a pas dit qu'il ne ferait rien. Il a laissé planer le doute. Mais on le sent un peu mieux orienté qu'il n'était il y a quelques semaines. Et je crois qu'en effet, l'attitude de Vladimir Poutine l'exaspère un peu. Oui. Et que maintenant qu'il a obtenu, j'allais dire, la paix, tout du moins qui semble avoir été le faiseur de paix en Iran, il va peut-être vouloir jouer une carte plus grande avec l'Ukraine. Alors justement, on va l'écouter sur Vladimir Poutine. Il en a dit un mot, en tout cas, du coup de fil qu'il a eu avec le président russe. Écoutez, la Russie doit conclure un accord. Ils ont perdu beaucoup d'hommes et l'Ukraine aussi. J'ai discuté avec Vladimir Poutine dimanche, mais il y a beaucoup de haine entre les deux dirigeants. Paul Gogoi, d'ailleurs, il y a une réponse du côté du Kremlin, puisque le conseiller de Poutine a affirmé qu'il n'avait pas discuté, Poutine, d'une possibilité d'une réunion avec Zelensky, avec Donald Trump, quand ils se sont eus au téléphone dimanche. Que sentez-vous ? Vous sentez-vous une inflexion du côté Trump ? Alors, du côté de Donald Trump, c'est non. En fait, je suis plutôt d'accord avec vous. C'est-à-dire qu'il est ni pour l'un ni pour l'autre, mais peut-être quand même un peu plus pour le russe à l'origine. C'est juste que là, il comprend que de toute façon, il ne pourra pas régler les choses toute seule en Russie, en Ukraine donc, que les Européens, eux, se montrent vraiment groupés derrière Volodymyr Zelensky. Donc il comprend qu'il est obligé de prendre en compte les Européens, parce qu'en fait, pendant des mois, Vladimir Poutine a essayé de le pousser à ne pas prendre en compte les Européens, à lui dire, voilà, là c'est un tête-à-tête, il faut que vous forciez Volodymyr Zelensky à accepter mes conditions. Ça n'a pas fonctionné, les Européens ont eu le temps de se regrouper et de rappeler à Donald Trump qu'ils sont là et qu'ils mettront tout leur poids avec Volodymyr Zelensky. Et donc Donald Trump est un peu bloqué, parce que pour l'instant, il a un Vladimir Poutine qui, lui, ne compte pas particulièrement négocier dans les temps qui viennent, et une Union européenne qui est plus inflexible que jamais. Alors, ce qui est intéressant, c'est que sur le terrain, ça change un peu. Il se trouve que Volodymyr Zelensky a présenté une vidéo juste avant le G7 et juste avant sa réunion justement avec les dirigeants du G7. On va l'écouter. Tout le monde maintenant est unanime. La Russie n'est pas en train de gagner. Elle perd beaucoup de monde. Elle doit conclure un accord le plus vite possible. Elle a perdu l'initiative. Quelque chose de très important, il faut organiser une rencontre avec la Russie avant l'hiver. La Russie doit comprendre, nous avons eu un hiver très rude et le sien pourrait très bien ne pas être simple non plus. Ma proposition, le dialogue. Guillaume Ancel, est-ce que justement, d'abord, est-ce qu'on peut parler d'un moment de bascule un peu sur le terrain parce qu'il y a ces drones ukrainiens qui arrivent jusqu'à Moscou, que la Russie ne progresse plus? Est-ce que finalement Zelensky serait arrivé un peu renforcé au G7 parce que la Russie n'est plus vraiment en train de gagner du terrain? Oui, paradoxalement, pendant que nous étions un peu hypnotisés par la situation dans le Golfe, la situation a changé en fait en Ukraine. Donc vous parleriez de basculement, vous? Ah oui, de basculement. Oui. Alors, il faut être prudent. Pour l'instant, l'armée ukrainienne n'est pas en mesure de chasser l'armée russe de l'Ukraine. On n'en est pas là. Mais les Russes n'avancent plus. Alors que pendant 4 ans, méthodiquement, doucement, mais ils avançaient inexorablement. Là, ils sont à zéro. Au mois de mai, ils ont avancé de 14 km². C'est-à-dire, c'est rien, quoi. Je rappelle qu'il leur manque 6 000 km² dans le Donbass et que l'Ukraine, c'est juste 600 000 km². Donc, on parle de piétinement, mais qui, par contre, leur coûte des milliers d'hommes. Surtout, il y a les attaques en profondeur de drones qui ont changé d'échelle. C'est-à-dire qu'avant, les Ukrainiens avaient démontré qu'ils étaient capables de frapper une cible. Mais là, le problème, c'est qu'ils frappent tous les jours. Probablement entre 500 et 1000 drones qui sont tirés tous les jours. Les Russes arrivent évidemment à en intercepter, à en descendre à peu près 80%. C'est-à-dire qu'il y a entre 100 et 200 drones tous les jours qui vont frapper en Russie. Et c'est une humiliation pour bien sûr, Vladimir Poutine, j'allais dire Donald Trump, mais ils ne sont pas si loin que ça, mais pour Vladimir Poutine, parce que lui, quelque part, il avait promis aux Russes qu'il ne serait jamais touché par cette guerre. Or, la guerre lui revient comme un boomerang, donc c'est une espèce de guerre à front renversé. Puis la troisième chose, c'est celle que vous avez citée, c'est que Zelensky, pour la deuxième fois, lui propose l'ouverture d'une négociation. Alors que le principal argument des poutiniens, y compris de celle qui fait semblant d'être journaliste chez CNews, c'est d'expliquer que
ce sont les Ukrainiens qui veulent pas la paix. C'est terrible. Mais sauf que là, Zelensky fait une proposition de négociation. Qui la refuse? Vladimir Poutine. Donc c'est lui qui est en difficulté parce qu'en fait, il montre bien que c'est un jusqu'au-boutiste et qu'il ne sait pas comment sortir de cette guerre. Ouais. Richard Verlier, c'était quand même plutôt une bonne journée pour Volodymyr Zelensky à Évian. Et comme vous le disiez d'ailleurs, elle n'est pas terminée puisque finalement il a été invité au dîner avec les leaders du G7. Il doit encore voir Donald Trump. Ça aurait pu être bien pire, non ? Oui, vous savez, quand on suit les G7 avec Donald Trump, on est frappé, au fond, les dirigeants européens le manient Donald Trump un peu comme un tonneau de nitroglycérine. C'est-à-dire l'essentiel, c'est qu'il n'explose pas. Donc oui, il n'a pas explosé, il a eu des paroles plutôt positives pour Volodymyr Zelensky, mais je rappelle quand même l'essentiel, Donald Trump n'a fait aucune annonce formelle. Il souhaite que Poutine et Zelensky se rencontrent, ce n'est pas nouveau. Il souhaite que la paix revienne, il déplore les morts en Ukraine. Donc faisons attention, notons que sur un autre théâtre, alors là qui était, j'allais dire, d'effet beaucoup plus immédiat, à Hormuz, les Européens étaient prêts à lancer leur initiative de sécurisation du détroit. Donald Trump, il a dit « j'en ai pas besoin, le détroit est ouvert ». Moi, j'ai plutôt l'impression, et c'est l'impression ici, Donald Trump, pour l'instant, il veut laisser toutes les options ouvertes, mais il y a une bonne nouvelle, c'est qu'il n'a pas lâché l'Ukraine, et ça, en soi, c'est une bonne nouvelle, mais c'est quand même les Européens qui vont continuer à faire le job. Pascal Joannin. Oui, on voit quand même que Donald Trump, il est toujours dans une fascination pour le rapport de force. Pendant longtemps, il a cru que Poutine, avec ce que vous disiez tout à l'heure, Paul et Guillaume, avait la supériorité de l'armée, avait une supériorité, et donc inexorablement, il allait gagner. Il s'aperçoit quand même que l'Ukraine, plus petite, moins, avec peut-être des éléments de défaveur au début, résiste depuis 4 ans. Et vous disiez tout à l'heure dans le journal, en effet, que c'est un conflit qui va durer aussi longtemps que la Première Guerre mondiale, s'apparentant aussi un peu à cette guerre de tranchées, etc. Et que l'Ukraine, avec ses 4 ans de conflit, est devenue quelque part un exemple mondial dans la capacité de faire des drones, de les exploiter, que même tout le monde vient regarder un petit peu ce qui se passe en Ukraine, parce que c'est la guerre en vrai. Quand on imagine des militaires, il la faut, mais là... Et donc, Trump, il est un peu fasciné par cette Ukraine qui finalement résiste à Poutine, qui était son ami, a quand même des atouts dans sa manche. Et il se dit, mais finalement, Poutine, pour l'instant, il a gagné autant de buts de guerre qu'il avait fixés. Et est-ce qu'à la fin, j'ai pas intérêt à les soutenir un peu plus que je ne l'ai fait jusqu'à présent, parce que c'est peut-être... Vous pensez qu'il résonne de cette manière-là? Il résonne dans le rapport de force. Et je pense que le rapport de force aujourd'hui, le rapport de force aujourd'hui est plus en faveur des Ukrainiens qu'en faveur de la Russie. Oui, Paul Gogos, sauf qu'il faut tout de même rappeler qu'il y a eu des attaques massives, bon, il y en a très souvent, mais en l'occurrence juste avant ce G7, massive russe contre Kiev et Kharkiv. À Kiev, il y a même eu une attaque qui a provoqué un incendie dans une cathédrale orthodoxe qui en fait est la cathédrale du célèbre monastère orthodoxe de l'Or des Grottes qui l'entoure. Donc est-ce que finalement la Russie se met à viser aussi le patrimoine ukrainien ? Oui, et ça, de toute façon, c'est un objectif qui existe depuis à peu près toujours. Il s'agit de détruire l'Ukraine, mais dans son ensemble, sa culture, son patrimoine, vraiment son identité, en fait. Ensuite, il y a effectivement de nouvelles méthodes qui sont utilisées depuis quelque temps. Les drones vont plus loin, sont plus forts, touchent des choses. Là, aujourd'hui, c'était un terminal pétrolier, quand même, enfin pas un terminal, un plan de raffinerie en banlieue, vraiment proche de Moscou, qui a été touché par un drone ukrainien. On a atteint quelque chose qui est très violent, très fort, mais qui peut aussi laisser entendre qu'en fait, Vladimir Poutine prépare un cessez-le-feu. En fait, on peut aussi le voir comme ça. A priori, il ira jusqu'au bout de ce qu'on appelle la saison de la guerre. Vladimir Poutine ira jusqu'à l'automne. Et peut-être qu'il vise à l'automne une sorte de cessez-le-feu et qu'il est en train de le construire en mettant tout ce qu'il a en ce moment sur le tapis pour vraiment faire monter le rapport de force en sa faveur. Sauf que pour l'instant, ça ne fonctionne pas très bien parce que les Ukrainiens aussi parviennent de leur côté à faire monter le rapport de force en leur faveur. Et donc j'imagine un Donald Trump assez perdu finalement dans cette situation aujourd'hui parce qu'il y a des rapports de force qui montent de tous les côtés et je pense qu'il ne sait pas vers quel côté, vers quel sens le vent va tourner et dans quel sens lui il doit pousser, quoi. Est-ce qu'il serait sensible à ce rapport de force différent, vous pensez,
Guillaume Ancel, Donald Trump, ou simplement agacé par Poutine, comme il peut être aujourd'hui très, très agacé par Netanyahou, par exemple. On voit très bien la différence entre les deux hommes aujourd'hui, Trump et Netanyahou. Est-ce qu'on pourra arriver à une sorte de Trump-Poutine, où Poutine deviendrait soudainement un peu ce que Netanyahou est devenu en ce moment pour Donald Trump? Et Poutine partagent le fait qu'ils sont d'un autre siècle, y compris sur ce qui est de la guerre. Ils voient sous leurs yeux la guerre changer de forme. Ça a seulement quelques années, ça commence réellement avec la guerre en Ukraine. C'est-à-dire que là où avant tout était une histoire de concentration de forces, de nombre de blindés, de coups d'artillerie, aujourd'hui, ce sont les drones qui font la guerre. En fait, tout ce qui approche de la ligne de front est détruit par des drones. Et ça, les concentrations de matériel russe n'y résistent pas. Et ça a changé la donne. Et en fait, c'est exactement ce à quoi a été confronté Trump en Iran. Pourtant, il arrive avec l'armada la plus puissante du monde, mais c'est des drones à $5 000 qui vont aller taper des endroits essentiels, l'aéroport Dubaï par exemple, et qui foutent un brin terrible dans tout le golfe Persique. Et du coup, mais Trump s'est retrouvé dans une guerre à front renversé. Eh bien, Poutine se retrouve dans la même situation. Il est à front renversé. En plus, il a quand même plutôt lâché les Ukrainiens. Vous savez qu'il ne finance plus rien pour l'Ukraine. Simplement, il donne encore accès aux renseignements américains. Mais il ne finance plus rien. C'est les Européens qui financent. Or, qu'est-ce qu'ils voient ? C'est que les Ukrainiens résistent. Ils résistent. Et par contre, il a une grogne de son entourage, Poutine, de plus en plus fort. Parce que autant avec l'épisode Prigojine, le chef de la mafia Wagner, qu'il avait réussi à éliminer, il a eu l'impression que c'était débarrassé de ceux qui pouvaient le contester. Mais en fait, aujourd'hui, son entourage sent bien qu'ils sont dans une impasse. Or, la tentation, elle sera grande de faire porter la responsabilité à Poutine en l'éliminant et en l'accablant d'avoir déclenché cette guerre qui n'a pas d'issue. Richard, un mot que tout de même, il devait demander des patriotes, Zelensky, à Trump. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. On n'en a pas vraiment parlé encore sur place. Alors peut-être que ça sera l'objet de cette nouvelle rencontre qui doit avoir lieu entre Trump et Zelensky. Alors vous avez raison Stéphanie, c'est peut-être même ce qui est en train de se passer au moment où on parle, puisque les deux hommes, les deux dirigeants, Donald Trump et Volodymyr Zelensky, devaient se revoir maintenant. Je dirais que Donald Trump, ce qu'on va retenir de ce sommet, c'est qu'au fond, il est en train de se complaire dans une forme de flou tous azimuts. Il dit qu'il a conclu la paix en Iran. On n'a toujours pas vu le document, on n'a toujours pas vu le fameux accord. Il dit qu'il veut la paix en Ukraine et qu'il voudrait que Vladimir Poutine négocie. Mais les décisions qu'il prend, sont quand même relativement légères. Je rappelle qu'il avait alléger les sanctions pétrolières contre la Russie. Donc on voit bien que Donald Trump, au fond, il navigue avec le vent aujourd'hui. Lui qui dit toujours que la force règne, lui qui est le premier président de la première puissance mondiale, eh bien en réalité, il se laisse porter par les vents qu'il estime les meilleurs parce qu'il a une obsession, ne l'oublions pas, c'est les élections qui arrivent et désormais, il va se consacrer pour l'essentiel à l'électorat américain. Guillaume Ancel, vous voulez réagir ? Attention, parce qu'il y a eu probablement un accord secret entre Trump et Zelensky. Vous vous souvenez que Zelensky ne voulait absolument pas parler de concessions sur le Donbass. Or, Trump l'a fait plier il y a quelques semaines en lui disant « Je fournirai des patriotes qui ont été payés par les Européens, mais que les Américains ne fournissent pas, à condition que vous fassiez une proposition de négociation, y compris sur le Donbass. » C'est ce qu'a fait Zelensky. Et c'est pour ça d'ailleurs que Zelensky, aujourd'hui, dit « Moi, j'ai rempli ma part du contrat. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait avec Poutine ?» Et c'est pour ça que Trump a appelé Poutine. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, c'est Poutine qui est dans une impasse. Non, c'est Poutine qui a appelé Trump pour son anniversaire. Ne renverse pas le coup de fil. Ouais. Donc, parce que tu sais très bien qu'il faut flatter la personnalité du président américain. Donc Poutine sait y faire, il est madré. Donc comme il y avait en l'anniversaire du président Trump, il en a rajouté une couche. Non mais ce qui se passe quand même sur le terrain, il y a en effet les profondeurs. Il y a aussi ce qui se passe dans le Donbass et en Crimée. On voit bien qu'en Crimée, la Crimée devient de moins en moins russe. C'est-à-dire que tous les accès sont plus ou moins coupés, à part le pont de Kerch, mais il n'y a plus... Par les attaques ukrainiennes. Voilà, les attaques ukrainiennes. Donc, si vous voulez, il y a on tape Saint-Pétersbourg et Moscou, Rostov depuis longtemps, etc. Mais on a aussi quelque chose sur le flanc sud. Et ça, c'est pas bon non plus, parce que la Crimée, c'était 2014, l'annexion. Et donc, on voit bien que Poutine, là aussi, il l'a fait, mais ça n'a pas forcément été très bon. Et là, aujourd'hui, l'Ukraine met des biais dans ce qui est la Russie. Sur l'attaque de la cathédrale. La cathédrale, c'est
plus que ça, c'est un symbole majeur de l'identité orthodoxe. Et on sait que l'orthodoxie Ukraine est en froid avec l'orthodoxie moscovite, etc. Que c'est bien entendu un bâtiment classé au patrimoine de l'UNESCO, mais c'est aussi quelque chose qui est antérieur à la Russie. Et donc, Poutine frappe un symbole de ce qui s'appelle la Russe de Kiev. Et donc, c'est quelque part contre-productif. Alors, je sais bien qu'il a... Pourquoi vous dites que c'est contre-productif? C'est le symbole, en fait, qu'il veut atteindre. C'est le symbole, mais quand on veut, puisqu'il se veut le chef de l'orthodoxie, et il veut annexer l'Ukraine, s'il tape sur les orthodoxes ukrainiens, ça va pas bien se passer. Alors déjà, il tape sur les gens, mais là, il tape sur le symbole qui est la religion. Imaginez qu'on mette quelque chose également sur la Russie et que la prochaine fois, les Ukrainiens tapent, en effet, un symbole orthodoxe en Russie. On passe dans une autre dimension. C'est ce qu'immédiatement le porte-parole de Poutine, gêné, explique que c'est un missile patriote d'interception qui serait arrivé sur la cathédrale. Sauf que vous avez vu les images là, pardon, je fais les bombardements pendant quelques années, bien sûr que ce n'est pas un missile qui est allé sur la cathédrale, c'est un drone dont d'ailleurs les Ukrainiens ont retrouvé des morceaux, mais je peux authentifier le fait que c'est un drone qui a déclenché un incendie et que par conséquent, la version des Russes montre à quel point ils sont gênés d'avoir fait ça. Et puis les Russes, il commence à y avoir des pénuries aussi de carburant, y compris à Moscou, Paul Gogo. C'est sûr qu'il commence à être critiqué aussi en interne, Vladimir Poutine. Oui, rien que la raffinerie qui a été touchée aujourd'hui en banlieue de Moscou, ça pourrait priver la capitale de 40% de son carburant dans les jours qui viennent, donc c'est énorme. Il y a effectivement la Crimée où il faut des bons maintenant pour pouvoir retirer le carburant par 20 litres à chaque fois. Il y a, Saint-Pétersbourg, en fait, il y a plein de grandes villes, il y a tout le sud de la Russie, alors ça paraît bête comme ça, mais il y a un peu de cynisme parfois du côté des Russes. Et en fait, vous avez tout le sud, toutes les rives de la mer Noire aujourd'hui qui sont concernées par les drones, par les pénuries de pétrole. Et les Russes, là, ils sont en train de penser à leurs vacances, où ils vont aller en vacances cet été. Et ça devient compliqué entre les drones, la Crimée compliquée d'accès, la marée Noire à cause des pétroliers de la flotte fantôme qui était entrée en collision il y a 1 an et demi. En fait, il y a très peu d'endroits où vous pouvez aller en vacances aujourd'hui. Donc tout d'un coup, les Russes commencent à la sentir. C'est ça, ça devient un sujet. C'est pas seulement les hommes qu'on envoie au front, mais ils la ressentent même à Moscou. Exactement, ça devient un sujet. Moi, je me rappelle quand j'étais à Moscou et qu'on avait des drones qui approchaient de la capitale, c'était traité comme des faits divers. Il y a un petit drone qui a fini dans un immeuble, c'est un fait divers, tout le monde oubliait, les gens n'étaient pas vraiment au courant. Là, tout le monde sait ce qui se passe. Tout le monde sait que quand Vladimir Poutine est arrivé à Saint-Pétersbourg pour son forum économique, et ça a explosé dans tous les sens quelques heures avant qu'il arrive, et ça a repris une fois qu'il était parti. Donc là, oui, ça devient un sujet sociétal parce que les gens comprennent et voient la guerre, et ça, c'était pas arrivé depuis 2022 en fait. Richard, vous avez l'impression aujourd'hui que l'Ukraine a vraiment pris de la place à ce G7 qui était vraiment très dominé par le Moyen-Orient ? Oui, effectivement. Ce qui est très frappant, une première chose, ça a été dit, c'est la présence dans le temps de Volodymyr Zelensky. Il n'est pas simplement venu pour une séance de travail. Il reste, on a vraiment l'impression que désormais, il fait partie de ce G7 en quelque sorte. Et l'autre chose, c'est que les Européens sont à ses côtés de manière ferme. Ça, c'est incontestable. Après, il y a de la part de Donald Trump, comme je le disais, un comportement aléatoire au gré des circonstances. On peut à la fois se féliciter de sa nouvelle attitude, mais on peut aussi constater qu'il n'est toujours pas déterminé à se battre, ou plus exactement à faire gagner Zelensky. Et il y a un autre élément, je crois que ce qui est très important, et qu'on n'a pas cité, c'est que Volodymyr Zelensky, il est maintenant en contact direct avec les pays arabes du Golfe Persique. Il a noué ses contacts à cause des drones, justement, à cause de la technologie ukrainienne, durant la guerre en Iran. Et ça lui donne une carte supplémentaire, une corde supplémentaire à son arc. Or, qui y avait-il à ce G7 ? Et ils sont toujours présents. L'émir du Qatar, le président des Émirats arabes unis, il y a aussi le président égyptien. Donc Volodymyr Zelensky, il a autour de lui un socle européen. Il a désormais des alliés au Moyen-Orient. Tout ça, c'est vrai que c'est plutôt favorable. Guillaume Ancel, parce qu'effectivement, c'est cette armée ukrainienne qui maintenant commence à exporter cette technologie, et en particulier à ces fameux pays du Golfe présents à Évian. Alors, c'était d'autant plus étonnant que les Américains avaient garanti les pays du Golfe qu'ils les protégeraient, notamment quand ils ont déclenché ce conflit. Or, en fait, les Américains se sont retrouvés très démunis face aux drones. Ils ont relativement bien intercepté les tirs de missiles iraniens, mais les Iraniens, forts de l'expérience des Russes en Ukraine, leur ont expliqué qu'il fallait mixer les missiles
avec des drones. Et là, les Américains ont été dépassés, comme tous les pays occidentaux, qui ont beaucoup de mal à faire ce genre d'interception, parce que quand vous avez une centaine de drones, soit vous épuisez vos stocks de missiles antimissiles, qui valent à peu près 1000 fois plus cher qu'un drone, soit vous commencez à faire voler des avions et des hélicoptères, mais à ce moment-là, vous ne pouvez plus intercepter les missiles. Donc, ils sont en difficulté, et c'est les Ukrainiens qui sont venus. Trump a fait vraiment la gueule quand il a appris que c'était des Ukrainiens qui allaient expliquer aux pays du Golfe comment se défendre, parce que les Américains ne savent pas le faire. Et les Européens, justement, d'abord sur cette question des patriotes, des missiles patriotes, Pascal Joannin, est-ce que les Européens ont une solution ? Je m'interromps moi, parce qu'en fait, il y a la photo, on regarde en direct ces images, c'est la photo de famille donc, de ce fameux dîner qui donc, a lieu... Avec les épouses. Là. Avec les épouses, vous voyez donc Ursula Ou les von der époux, Leyen. Oui, Ou les et Ursula von der Leyen et son époux, donc la présidente de la Commission européenne. Vous voyez également Narendra Modi, Premier ministre indien, les époux Macron, Lula, donc pour le Brésil, et puis bien sûr donc, les Européens, Keir Starmer, mais aussi McCartney, le Premier ministre canadien. Il y a donc des sanctions qui ont été mises, Pascal Joannin, à la fois par le Royaume-Uni qui a dit qu'il allait imposer de nouvelles sanctions contre la Russie et également fournir de l'uranium enrichi à l'Ukraine pour ses centrales nucléaires. Ça, c'est une annonce. Oui, c'est une annonce qu'a faite Keir Starmer dans une vague qui est coordonnée, si on peut dire, parce qu'il l'a fait. Le Canadien a dit aussi qu'il allait renforcer les sanctions. Et on a un Conseil européen alors, qui sera juste après le G7, à jeudi et vendredi, où en effet, il y a un 21e paquet de sanctions. Parce que maintenant... 21e paquet de sanctions. Donc, oui, mais parce que maintenant que la Hongrie ne bloque plus rien, maintenant que la Hongrie ne bloque plus rien, avant il y avait beaucoup de choses qui étaient... Voilà, donc il va y avoir, pour me dire, puisque Poutine ne comprend que le rapport de force, on va encore lui tordre un peu plus le bras, on va faire un peu plus mal, et donc si c'est coordonné Canada, Union européenne, Royaume-Uni, je parle des deux pays qui sont européens et qui sont pas membres de l'Union européenne. Et vous avez sur cette photo de famille une réunion qui, en effet, alors d'habitude se tient à 7, voire à 9, parce qu'il y a les deux dirigeants européens. Mais là, aujourd'hui, vous aviez un G7+, qui va devenir, je pense, un peu une règle. C'est-à-dire qu'il y a un format G7, à 7, et on invite d'autres personnes, on voit remarquer qu'il n'y a pas les Chinois, mais il y a les Indiens, il y a en effet des représentants du Golfe, voilà, il y a le Brésil, donc on voit bien que Vladimir Volodymyr Zelensky, il a pu non seulement rencontrer les dirigeants européens ou occidentaux, comme on les appelle, mais des pays peut-être dits du Sud, dont on sait qu'ils, sur le rapport de la guerre en Ukraine, ils étaient moins allants que les pays dits du Nord. Et donc là, en effet, il a eu la possibilité de retrouver des gens des pays du Golfe qui lui avaient demandé un peu en disant venez nous former parce que vous êtes quand même... Et je crois qu'aujourd'hui, quand on regarde un peu les choses, l'armée ukrainienne, sur cette dimension drone, elle a acquis une expérience qui doit être mise au service de tout le monde. Et je pense que même les Européens vont regarder comment, en effet, c'est possible. On a en effet des armées, on a lancé un deuxième porte-avions, on a des choses très lourdes dans nos équipements. Mais en effet, l'expérience ukrainienne est valorisée à ce niveau-là, et il peut la valoriser auprès d'un certain nombre d'acteurs qui n'étaient peut-être pas des amis de l'Ukraine au moment où la guerre a été déclenchée. Et Moscou, on l'apprend juste, c'est dans le feed AFP, dit qu'un yacht visé par des tirs de semonce dans la Manche qui s'approchait dangereusement d'une frégate russe. On n'en sait pas plus, mais manifestement, il y a peut-être quelque chose qui s'est passé. Est-ce que la Russie a tiré sur un yacht dans la Manche parce qu'elle se sentait menacée ? Est-ce que ça pouvait représenter un danger ? On sait que c'était dans les eaux internationales. C'est au large de la Grande-Bretagne, mais ce n'est pas dans les eaux britanniques. On sait que c'est une frégate puissamment armée qui craint évidemment d'être un moment abordée ou une manœuvre un petit peu hostile, d'autant qu'elle s'est permise de s'approcher de plateformes pétrolières qui inquiétaient beaucoup les Européens. Donc elle est sous haute surveillance. Et là, c'est un yacht britannique. Alors, pas évident en mer de savoir... Un yacht britannique, oui, c'est un yacht britannique qui s'approche de la frégate russe, et la frégate tire des coups de semonce. Ça veut dire qu'elle tire au canon, mais loin devant, donc elle ne tire pas sur le bâtiment. C'est quand même considéré comme un acte pas très sympathique. On parle d'acte hostile dans l'armée, et donc les Britanniques vont demander des explications, et puis surtout, ils vont envoyer des unités de la marine pour faire dégager la frégate, parce que ça, c'est inacceptable en temps de paix. On voit bien qu'il y a une attitude
paranoïaque désormais de la Russie, même quand elle est à l'extérieur totalement de ses frontières. Là, on est dans la Manche. Surtout que ce navire, si je peux me permettre de rajouter, a servi il y a quelque temps à escorter certains navires de la flotte fantôme, donc qui servent à Vladimir Poutine à faire circuler son pétrole sous sanction. Donc comme c'est un sujet assez sensible en ce moment, avec les interceptions notamment françaises et anglaises de pétroliers russes, effectivement Vladimir Poutine ne laisse rien passer quand on s'approche de ces navires. La multiplication des incidents, en tout cas, renforce encore, j'imagine, l'unité européenne. Parce que là, on parle d'un yacht, mais bon, il y a eu des drones. Il a essayé de jouer la division. Il n'y est pas arrivé depuis le début. Alors, il a eu, c'est vrai, il a eu un agent, une marionnette qui s'appelait Viktor Orban. Et puis, il y avait Robert Fico pendant un moment. On n'entend plus Fico, même s'il est allé... C'est sûr que la fin d'Orban joue vraiment en faveur de l'Ukraine. Et donc, on a en effet plus les marionnettes qui étaient vraiment pro-russes. Et donc, en effet, maintenant, les Européens ont dit qu'ils soutiendraient l'Ukraine. Ils vont le redire encore jeudi et vendredi. Justement, sur l'adhésion à l'Union européenne. Hier, il me semble qu'il y a eu des déclarations qui voulaient encore accélérer une adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Hier, s'est tenue une première réunion de ce qu'on appelle les conférences vers l'accession. Il y en avait 3. Il y avait le Monténégro, la Moldavie et l'Ukraine. Donc, il n'y avait pas que l'Ukraine au programme. Il se trouve qu'à l'issue de la réunion, la Moldavie et l'Ukraine, qui ont été reconnus candidats tout de suite après les hostilités et dont le statut avait été engendré en juin 2027, donc 2 ans après, on a ouvert le premier cluster d'un chapitre qui contient l'état de droit et la corruption. C'est le chapitre qui est le plus difficile, mais les Balkans ont commencé par là aussi. Parce qu'en effet, il y aura d'autres chapitres, il y a 35 chapitres, il y a 5 clusters. Donc c'est le début d'un processus. Il a été ouvert hier, mais il faut que les Ukrainiens, tout en faisant la guerre, en construisant des drones, etc., aient le temps de faire toutes les négociations et de remplir tous les critères. Donc il n'y a pas d'accélération du processus. Il n'y a pas d'accélération. Il y a un calendrier que certains voudraient voir aller très vite, mais il faut qu'en effet, l'État qui est candidat montre qu'en effet, il donne tous les signes, et notamment sur ce chapitre qui est la lutte contre la corruption et le respect de l'état de droit, qu'en effet, ça soit pas que des paroles en l'air et que ça soit suivi d'actes. On va regarder ces images qu'on n'a pas vues au début, mais ces images où on voit Emmanuel Macron avec Volodymyr Zelensky et Donald Trump. C'était vraiment le début de la journée. Emmanuel Macron, Richard, est-ce qu'Emmanuel Macron a joué vraiment un rôle? Les voilà, ces images. Là, on voit une photo, en tout cas, de Volodymyr Zelensky et de Trump. Est-ce que Emmanuel Macron a joué un rôle important dans cette rencontre? Parce qu'ils se sont vus à 3 aussi, avant ou juste après cette réunion de l'ensemble des leaders du G7 avec Volodymyr Zelensky, Richard. Oui, c'est incontestable. Emmanuel Macron, d'abord, rappelons que c'est son dernier G7 de président, puisque l'année prochaine, le G7 aura lieu aux États-Unis et ce sera le nouveau locataire de l'Élysée qui y assistera. Emmanuel Macron, il a pour lui d'être président du G7 cette année, donc il peut, je dirais, provoquer des rencontres, il peut en convoquer et il ne s'en est pas privé. Alors, quand il a commencé le G7, nous, les journalistes, on avait été briefés sur le fait que la priorité, c'était vraiment Hormuz. Il voulait vraiment, le président français, et d'ailleurs, il l'a dit dans l'interview télévisée qu'il a donnée au début du sommet, il était prêt à faire déployer la mission européenne sur le détroit d'Ormuz. Donald Trump l'a écarté pour le moment. Le deuxième sujet, c'était l'Ukraine. Et on voit que ça avance. Donc on peut dire, on se dessine vers un G7 où Emmanuel Macron aura fait presque carton plein. Je dis presque, parce que demain, il y aura un sujet qui est en fin de G7 qu'on a tendance à oublier. C'est l'intelligence artificielle avec un certain nombre de grands patrons de la tech. Et là, Donald Trump a montré les crocs, si je puis dire, dès le début, parce qu'il a dit hors de question pour la France et pour l'Union européenne de taxer les géants du numérique américain. Il y a donc eu un rappel très ferme, vous ne touchez pas à la domination américaine sur le numérique. Alors peut-être que Trump a été un peu plus soft sur l'Ukraine aujourd'hui et sera un peu plus dur demain sur l'intelligence artificielle, alors qu'on sait que les Européens, c'est un vrai sujet de souveraineté européenne. Il faut bien remettre ça avec la décision qu'il a prise, et pas le PDG de l'entreprise Anthropic, en disant on va réserver cette intelligence américaine aux
Américains. Oui. Et quiconque n'est pas américain, mais quiconque, les Britanniques, des amis, machin, etc., never. Donc, ça veut dire qu'ils cherchent en effet un conflit. Une confrontation. Et donc, oui. là, pour le coup, l'Europe, qui s'est peut-être un peu assoupie, comme elle l'a fait en matière de défense, parce qu'il n'y avait plus l'Union soviétique, là, elle a intérêt à réagir très vite pour essayer de trouver, et elle en a les moyens, quelque chose qui lui permettra d'exister dans cette économie numérique qui est celle du 21e siècle. Guillaume Ancel. Dans un contexte où la France ne brille pas, parce qu'il y avait un projet de défense qui était important pour structurer l'avenir. C'était le projet d'avion de combat du futur, qu'on appelait SCAF, qui était essentiellement franco-allemand, mais qui allait fédérer un certain nombre de pays sur le modèle d'Airbus. C'est ça qui était important. Qui l'a fait chuter? Dassault, qui, je le rappelle, est une entreprise privée et qui a obtenu de l'État français... Et Airbus Défense. Eux disent que ce sont les Allemands. Non, pardon. C'est Dassault qui a fait chuter le système. Depuis le début, ils ne voulaient pas entendre parler d'une coopération européenne parce qu'ils sont persuadés qu'ils auront le monopole du budget de la défense français. Et ça, c'est vraiment un coup dur pour la défense européenne parce qu'on a besoin de ces projets structurants pour construire une industrie de la défense. La France, parce que c'est notre président chéri Macron qui l'a laissé faire, n'a pas muselé Dassault quand ils ont torpillé ce projet. Vous vouliez ajouter quelque chose, Paul Gauguin? Non, parce qu'effectivement, oui, j'avais aussi vu que les Allemands étaient soupçonnés de ne pas, en fait, de s'être un peu dégonflés. Et c'est vrai qu'avec un peu de malice, certains rappellent quand même l'attitude allemande au tout début de ce conflit en 2022, où il avait été question de négocier pour envoyer des casques aux Ukrainiens. Donc, c'est vrai que le chemin est très long pour convaincre les Allemands. Et est-ce que les Allemands ont même envie de parcourir ce chemin? Moi, je serais moins véhémente que Guillaume. Je pense que les Allemands ont leur part de responsabilité. Et qu'en effet, parce qu'il faut toujours lier l'avion du futur avec le char du futur. Et en effet, l'avion du futur, c'était un peu la France qui était en avant et Dassault Aviation. Et il y avait en effet Rheinmetall et pour le char. Le char va pas tellement mieux et il n'y a pas d'assaut. Hein. Donc voilà, il y a la France et l'Allemagne. Et l'Allemagne, aujourd'hui, elle est dans une période où elle doit, Zeitenwende, remettre tout son modèle économique. Parce que c'est pas une très bonne nouvelle pour la défense européenne. La dépendance des hydrocarbures de la Russie, la dépendance commerciale avec la Chine et la dépendance de défense avec les États-Unis, tout ça vole en éclats. Ils ont un peu perdu leurs repères et ils ne veulent pas. Ils pensent qu'ils ont encore les moyens de pouvoir défendre seuls des choses, mais non. Donc là, il y a de la mauvaise volonté et je mettrai la balle un peu au milieu. C'est la faute de la France et de l'Allemagne si on n'a pas réussi. Il faut voir ce que Tom Enders, qui est l'ancien patron d'Airbus, dit des Allemands aujourd'hui dans la négociation, parce qu'ils trouvent en effet qu'ils sont mauvais joueurs. Alors attention, parce qu'il y a le sujet du char du futur est très différent. Vous savez que les Ukrainiens ne demandent plus à avoir de chars. Oui, bah oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, les chars sont immédiatement détruits sur la ligne de front à cause des drones. Et par conséquent, le char du futur, tous les militaires européens sont en train de se dire, mais en fait, qu'est-ce qu'on est en train de se construire? Au même titre d'ailleurs que Dassault avec son avion piloté, qui sera le successeur du Rafale, en réalité, la réflexion serait plutôt de quoi on a besoin dans le futur. Et là, il faut se mettre au niveau européen pour le construire. Pas un fabricant historique, mais qui est d'un autre siècle. En tout cas, il y a un projet avec les Allemands, avec OHB. Dassault a un projet avec OHB aujourd'hui. Voilà. Ça sera de toute façon pour le spatial, un avion spatial. Ça sera au cœur. Donc il y a bien une coopération franco-allemande. Ces discussions sur l'intelligence artificielle qui vont aussi parler de l'intelligence artificielle appliquée donc aux militaires et puis donc toutes ces questions de souveraineté. Un mot justement, puisqu'il nous reste plus beaucoup de temps, Paul Gauguin, qu'est-ce qui pourrait pousser Poutine à s'asseoir à la table des négociations avec Zelensky? Clairement, la société russe et son élite aussi. Alors, il y a plusieurs types d'élites russes, mais en tout cas, celle la plus libérale, on va dire, qui vraiment ne voulait pas de cette guerre et qui fatigue beaucoup aujourd'hui de voir cette situation, blocage d'Internet, pénurie de pétrole, toutes ces choses-là. La population est clairement... Enfin, je pense qu'on est déjà même à l'étape d'après. Vladimir Poutine a pris acte que sa population était très tendue en ce moment. Donc vous y croyez, en tout cas qu'à un Pas forcément à des négociations. Il y aura pas de paix durable. Ça, c'est certain. Vladimir Poutine bloquera tous les projets européens, américains là-dessus. Mais je pense que le cessez-le-feu, c'est pas impossible de l'imaginer dès l'automne prochain, si vraiment vous me poussez à être optimiste. L'automne prochain. Richard Verly. Oui, écoutez, je pense qu'effectivement, les Européens, ils sont unis.
Et ça, c'est très important au G7. Et on a cité au début de l'émission l'Italie. Vous savez que Mme Meloni a rêvé à un moment donné d'être le pont entre les États-Unis et l'Europe. À ce G7, je dirais, elle est restée vraiment du côté européen. Il n'y a rien qu'on puisse soupçonner comme manœuvre italienne vis-à-vis de Donald Trump. Alors, est-ce que c'est un sommet à 6 contre 1 ? Je ne le crois pas, parce que tout le monde fait très attention de ne pas fâcher Donald Trump. Mais au fond, c'est une sorte de guerre de position. Donald Trump est de son côté, les Européens sont du leur. On fait juste attention que les choses ne s'enveniment pas. Pascal Joannin, est-ce que les Européens pourraient s'asseoir avec Vladimir Poutine avant que Trump ne fasse partie d'un deal ? Pour l'instant, je ne vois pas les conditions réunies. Est-ce qu'il est question de parler à Vladimir Poutine ? Alors, on en avait parlé, je crois que c'était plus du tout d'actualité, parce que la mauvaise foi est quand même de Vladimir Poutine. Et donc, ça ne se pourrait se faire que si vraiment il y a un signal qui est donné, mais je ne vois pas de signal aujourd'hui, pas avant l'hiver, hein, vous me dites la saison, donc moi j'ai noté l'hiver qui arrive plus tôt, etc. Et en effet, Richard a parlé d'étonner avec Donald Trump, mais Donald Trump, il a une carotte pour pas claquer la porte du G7, c'est qu'il est invité à Versailles demain soir par le président français. Donc il va pas partir avant, parce qu'il a très envie d'aller voir les dorures du château de Versailles. Mais ça n'empêche pas une confrontation demain sur l'intelligence artificielle. Ah, mais ça n'empêchera pas, en effet, qu'il dira exactement ce qu'il a dit, qu'en effet, il ne réservera une intelligence artificielle qu'aux seuls Américains. Guillaume Ancel, sur une négociation avec Vladimir Poutine, sur un cessez-le-feu éventuel, est-ce qu'il va accepter à un moment donné la proposition de Volodymyr Zelensky, Poutine ? Alors, je ne sais pas si Poutine va l'accepter, mais le fait que les Européens soutiennent, portent une tentative de négociation est indispensable. D'abord, on ne peut pas laisser ça à Donald Trump. On voit bien la manière dont il n'arrive même pas à négocier avec l'Iran. Donc, pardon, mais je crois que c'est le pire négociateur qu'on ait jamais eu. Et puis, la deuxième chose, c'est que c'est juste la sécurité des Européens dont on parle. Donc, ça veut dire maintenant, parler à Poutine. Ce sont les Européens qui financent la résistance en Ukraine. Et au fond, ce qu'ils montrent aujourd'hui, y compris au G7, c'est que quand ils se mobilisent, ils sont au moins aussi forts que Trump. Donc, pour moi, le fait que les Européens aillent négocier, ouvrir un accord de négociation avec la Russie, c'est indispensable. Alors, pas à n'importe quelle condition. Alors, qui porterait le flambeau de l'Europe pour aller parler à Vladimir Poutine, Pascal Joannin ? Vous savez, Vladimir Poutine, il n'a pas de 36 interlocuteurs. Hein. Dans l'Union européenne, le seul qui peut respecter, c'est celui qui est détenteur de l'arme nucléaire. Là, c'est la France. Voilà. Et donc ça serait Emmanuel Macron. Bah oui, parce que Keir Starmer, il est Premier ministre britannique. Et j'ai cru comprendre qu'il avait dans son pays des difficultés en ce moment. Et je ne sais pas s'il serait encore là à l'automne après le congrès du Parti travailliste. Donc, j'allais dire, Macron, on sait qu'il s'en va au mois d'avril, mai l'année prochaine. Starmer, c'est plus aléatoire. Mais en effet, il ne respecte que les gens dont il sait qu'ils sont forts et qu'ils ont peut-être les moyens de pouvoir faire pression. Parce que quand on a l'arme nucléaire, on se parle d'égal à égal. Mais on est à peu près à égalité. Pensez cesser le feu, éventuellement automne-hiver de cette année. J'ai l'impression qu'on en prend la direction, oui, parce qu'il y a eu vraiment un gros coup de pression de la part de la population russe ces dernières semaines, et Vladimir Poutine s'est retrouvé vraiment contraint de devoir la prendre en compte. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Paul Gogo, Richard Verly, merci d'avoir participé à ce débat en direct d'Évian. Merci. Pascal Joannin, merci beaucoup. Merci Guillaume Ancel. Merci à vous tous en régie. Et on se retrouve demain.